13h, le journal à la présentation, François-Xavier Tiawadia Fatoussar. Bonjour Xavier. Bonjour Adia, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette édition. Les écoles sénégalaises de Banjul fermées provisoirement, une annonce de l'inspectrice d'académie de Kaolack. Selon Mme Khadijatou Diallo, c'est pour préserver la sécurité des élèves. D'ailleurs, certains d'entre eux ont déjà quitté la Gambie pour s'installer à Kaolack, où ils demandent leur intégration dans le système. Saint-Louis, le PUDC a déjà injecté plus de 10 milliards de francs CFA dans la construction de pistes de production et de systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Le programme d'urgence de développement communautaire s'apprête à lancer sa deuxième phase dans la région nord. Gambie, c'est peut-être la médiation de la dernière chance. Mohamedou Bouhari du Nigeria, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et John Dramani Mahama, l'ex-président ghanéen, sont à Banjul. Objectif, convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir et d'assurer une transition en douceur. Ce sera la première partie. Dans la deuxième en sport, nous parlons de la CAN qui se tient au Gabon. Sur place, Benoît Badiane et Tandakha Niaye pour nous faire part de l'ambiance actuelle. La revue de presse mettra fin à ce journal. Tout de suite, le développement. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. La situation des écoles sénégalaises en Gambie, sujet de préoccupation pour les autorités académiques. L'inspectrice d'académie de Kaolack annonce d'ailleurs la fermeture provisoire de ces établissements. Mme Khadijatou Diallo pense que le plus important, c'est d'abord la sécurité des élèves. Mais en attendant des lendemains meilleurs, certains élèves justement ont fui la Gambie pour s'installer à Kaolack. Daoudalay Badiane. Hassan Diouf, Souleymane Diassé et Pape Ali Gueye sont tous les trois élèves au lycée franco-sénégalais à Kanifing. La peur au ventre à cause de la situation instable en Gambie, ils ont réussi à rallier Kaolack ici. Ils espèrent avoir la possibilité d'intégrer un établissement scolaire. Nous avons fui la Gambie à cause de la situation. Nous espérons intégrer une école ici pour continuer nos études. Interrogée sur la fermeture des établissements scolaires sénégalais en territoire gambien, l'inspectrice d'académie de Kaolack renseigne que c'est par mesure de sécurité pour les élèves que les autorités ont décidé de fermer les écoles après les vacances de Noël. Khadijatou Diallo, inspectrice d'académie de Kaolack. Après les fêtes de Noël, les autorités ont jugé nécessaire de demander aux parents de retenir leurs enfants jusqu'à ce qu'on ait une idée claire. Et c'est normal pour des problèmes de sécurité aussi que nos enfants ne restent pas dans ce pays-là. Madame Khadijatou Diallo précise qu'un planning est prévu pour permettre aux élèves de rattraper les cours si la situation revient à la normale. Quand la situation va être normale en Gambie, je me rendrai moi-même au niveau de ces établissements-là pour qu'avec les autorités, qu'on s'assoie autour d'une table pour voir le meilleur dispositif à mettre en place pour le rattrapage des cours qui ont été perdus par les élèves. Nous avons appris que le lycée Valdiodio Ndiaye serait disposé à réintégrer ses élèves. Est-ce possible? Mais ce n'est pas possible. Le proviseur ne peut pas prendre la décision d'intégrer parce que si nous devons le faire, ce sera une décision globale. Ce sera du préscolaire au moins secondaire. En attendant un retour à la normale en Gambie, l'inspectrice d'académie demande aux élèves et leurs parents de prendre leur mal en patience. Daoudalay Badiane, Kaolack, Radio Sénégal. Xavier, restant avec ses élèves gambiens, il paraît que le système éducatif sénégalais va les prendre en charge. C'est une déclaration de Serigne Mbaye Thiam. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dit hier en marge de la remise de certificats de fin de stage aux élèves maîtres. C'était au Théâtre national Daniel Sorano. Voici le ministre Serigne Mbaye Thiam au micro de notre collaborateur Alioune Ndiaye. Nous allons les prendre en charge au niveau des écoles de la zone frontalière. Parce que c'est notre responsabilité, le Sénégal, le pays de la Teranga. Et le droit à l'éducation est un droit sacré pour l'enfant. Nous ferons tout pour offrir à tous les enfants qui viennent dans notre pays les conditions pour pouvoir poursuivre leur études. C'était le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam. Merci. Le programme d'urgence de développement communautaire a injecté plus de 10 milliards de francs CFA dans la région de Saint-Louis dans sa première phase. Il s'agit entre autres de la construction de pistes de production, de systèmes d'approvisionnement en eau ou encore en électricité dans certaines zones. Le comité technique régional de suivi du PUDC s'est réuni hier à Saint-Louis pour préparer le lancement de la deuxième phase. C'est de Nourou Guissé. Ce sont 113 km de pistes qui étaient prévues dans la région de Saint-Louis. Beaucoup sont déjà prêtes à Aérelao, Yarelao, soit 32 km, ou encore Djoum Bombodé. Pour le volet électrification, 17 communes et 55 villages en sont déjà bénéficiaires. S'agissant du volet hydraulique rural, cette commune, 38 villages, soit 16 000 personnes impactées. Autant de réalisations dans la région au grand bonheur des populations. Le directeur national du PUDC
Cheikh Diop. La région de Saint-Louis, à travers l'ensemble de ses communes, est bénéficiaire de la mise en œuvre du programme d'urgence de développement communautaire. Ce n'est pas moins de 10 milliards dans cette première phase qui sont consacrés à la région de Saint-Louis à travers les pistes rurales, à travers l'électrification rurale, l'hydraulique rurale et les équipements. Donc c'est autant de ressources que M. le Président de la République a consacrées à la région à travers la mise en œuvre de ce programme. D'autres projets sont prévus dans le cadre de la deuxième phase. Le Président de la République a décidé de la mise en œuvre d'une deuxième phase du PUDC. C'était aussi pour nous l'occasion de discuter avec l'ensemble des maires qui sont en instance et qui ne sont pas encore traités par le PUDC. Et comme l'a dit M. le gouverneur, nous allons travailler avec les maires pour un premier exercice d'identification, de validation à leur niveau des locataires. Avec un budget de 123 milliards de francs CFA, le PUDC a su régler les inégalités entre pôles urbains et zones rurales. Saint-Louis, Seydou Nourou Guissé, Radio Sénégal. Restons dans les parages pour parler d'Astel qui entre dans sa deuxième phase à Dagana. Astel est un programme d'appui à l'élevage pastoral. Il est mis en place par une ONG et l'Agence régionale de développement de Saint-Louis. L'objectif est d'exploiter au mieux les potentialités du département de Dagana en matière d'élevage. Mbaye Diop. En effet, la représentante de l'ONG GRET, groupe de recherche et d'échange technologique, est revenue largement sur l'importance du projet Astel, un programme d'appui à l'élevage pastoral dans le département de Dagana, mis en œuvre par le GRET et des partenaires, notamment la laiterie du BC, Asodia et l'ARD. Il a comme principaux bailleurs l'AFD, la coopération monégasque et aussi le soutien de la région Occitanie, Mme Émilie Barrault. Dans la deuxième phase, l'idée c'est d'élargir nos interventions au-delà de la filière lait pour diversifier les interventions sur le développement économique et social et l'élevage. Pour le directeur de l'ARD, l'ambition de la seconde phase du projet Astel de l'ONG GRET est d'inscrire durablement les changements initiés notamment au niveau des pratiques de production des exploitations familiales d'élevage qui est un pilier important pour le développement du Sénégal et le département de Dagana regorge d'énormes potentialités en matière d'élevage. Ousmane Sow. La deuxième phase vient avec un contexte qui a un peu changé. Ça coïncide avec la mise en route de l'acte de la décentralisation, dont l'un des faits marquants constitue la création du département en tant que collectivité locale. Et il fallait donc repositionner le montage institutionnel dans lequel le département devrait jouer un rôle important. L'élevage est un pilier important pour le développement du Sénégal. Et le département de Dagana regorge d'énormes potentialités en matière d'élevage. Et dans le cadre de ce programme Astel 2, il s'agira d'intervenir pour améliorer la structuration de la filière élevage au niveau du département. Il convient de rappeler que cette deuxième phase s'inscrit dans une démarche territoriale de développement de l'élevage afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles d'éleveurs et le revenu ici du lait comme de la viande. Richard Tonboyo pour la RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Nous démarrons l'inter avec cette nouvelle tentative de médiation de la CEDEAO en Gambie. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf et l'ex-chef d'État ghanéen John Dramani Mahama sont à Banjul ce vendredi pour convaincre une nouvelle fois le président Yahya Jammeh de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, prévu le 18 janvier au soir. Pour sa part, le président élu Adama Barrow appelle Yahya Jammeh à un dialogue direct pour résoudre la crise politique actuelle dans le pays. Adama Barrow se dit confiant qu'il prêterait serment la semaine prochaine comme président de la Gambie. À propos de l'asile que le Nigeria se propose d'accorder à Jammeh, Adama Barrow déclare, je le cite, « Nous préférons que Jammeh reste ici en Gambie. Il n'a nullement besoin d'aller dans un autre pays. » Fin de citation. Xavier, une série d'incarcérations se déroule ces derniers jours au Gabon. L'ancien ministre du Tourisme et des Travaux publics a été incarcéré le premier, suivi de Blaise Clada, le responsable du projet d'assainissement de la capitale Libreville financé par l'Union européenne. L'ex-ministre du Pétrole, Étienne Dieudonné Goubou, dort maintenant en prison. Il est accusé de montage financier et de malversation. Le point avec vous, Aïssatou Sall. C'est une chute brutale pour Étienne Dieudonné Goubou. À peine avait-il organisé la passation de pouvoir avec son successeur que des enquêteurs débarquaient pour perquisitionner les locaux du ministère, son bureau et saisir des documents. Le haut cadre déchu a même été hué à sa sortie du bâtiment par ses collaborateurs. La vidéo a d'ailleurs tourné sur les réseaux sociaux.
Mardi, Étienne Dieudonné Ngoubou a été placé en garde à vue à la Direction générale des renseignements puis présenté au procureur qui a ouvert une instruction judiciaire. Hier jeudi, un juge d'instruction l'a auditionné, inculpé et finalement placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, établissement pénitentiaire surnommé Sans Famille par les Gabonais. Selon son avocat, on lui reprocherait des montages financiers et des malversations. Il s'étonne au passage de la rapidité de la procédure. Pour inculper quelqu'un, il faut rassembler des éléments suffisants. Or, tout s'est fait en quelques jours à peine, s'interroge l'avocat qui dénonce aussi une procédure illégale. Selon maître Ange Kevin Zigou, la Constitution prévoit que les ministres aient leur responsabilité pénale engagée devant la Haute Cour de justice pour des fautes commises pendant leur mandat. Pour lui, ce sont donc des membres dépendants de cette juridiction d'exception qui doivent enquêter et non pas un juge d'instruction classique. Plusieurs autres hauts responsables ont été incarcérés au Gabon ces derniers jours, dont l'ancien ministre du Tourisme puis ministre des Travaux publics Magloire Ngambia et l'ancien responsable de projets hydrauliques sur Libreville, Blaise Wada. Tous sont poursuivis pour détournement de deniers publics. Ces incarcérations font suite à la déclaration du Premier ministre gabonais de mettre fin à la corruption et à l'impunité. C'était lors de la cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Aïssatou Sall, au Tchad, les syndicalistes ont mis fin à la grève qui avait duré près de 5 mois. Ils ont déclaré donner du temps aux autorités afin qu'elles puissent répondre à leurs revendications. Les syndicalistes exigent le paiement des arriérés de salaire et protestent contre les mesures d'austérité prises par le président Idriss Déby Itno. Intempéries mortelles en Europe depuis la fin de la semaine dernière. La vague de froid qui touche l'Europe a fait au moins 40 morts. 10 personnes sont mortes en Pologne où les températures sont restées, tenez-vous bien, en dessous de moins 20 degrés. En République tchèque, 6 morts ont été dénombrés et 7 personnes sont également mortes. En Italie, où les écoles sont fermées à cause de la neige, cette vague de froid venue de la Scandinavie a provoqué de nombreux accidents de la route en France, où 4 ressortissants portugais ont été tués. Merci François-Xavier Thiaw, un rappel des titres. Les écoles sénégalaises de Banjul fermées provisoirement, une annonce de l'inspectrice d'académie de Kaolack, selon Mme Khadijatou Diallo. C'est pour préserver la sécurité des élèves. D'ailleurs, certains d'entre eux ont déjà quitté la Gambie pour s'installer à Kaolack, où ils demandent leur intégration dans le système. Saint-Louis, le PUDC a déjà injecté plus de 10 milliards de francs CFA dans la construction de pistes de production et de systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Le programme d'urgence développement communautaire s'apprête à lancer sa deuxième phase dans la région nord. Et puis Gambie, c'est peut-être la médiation de la dernière chance. Mamadou Bari du Nigeria, Hélène Johnson Sirleaf du Libéria et John Dramani Mahama, l'ex-président ghanéen, sont à Banjul. Objectif, convaincre Yahya Jammeh de quitter le pouvoir et d'assurer une transition en douceur. C'est la fin de cette première partie. La suite dans un instant. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. C'est déjà la ferveur à Libreville à la veille de l'ouverture de la CAN ce vendredi. Togolais et Ivoiriens ont rivalisé d'ardeur. Envoyé spécial Benoît Badiane. La Coupe d'Afrique des Nations de football, un événement exceptionnel sur le continent entre supporters. À quelques heures du coup d'envoi de la 31e édition au Gabon, Libreville, la capitale, est déjà dans l'ambiance de fête. Les supporters des éperviers du Togo et des éléphants de Côte d'Ivoire résidant au Gabon annoncent la couleur. Bien avant l'arrivée de nos champions des Ivoiriens ici aujourd'hui, vraiment c'est beaucoup mobilisé. Il faut dire qu'on a déjà même commencé à préparer la CAN au Gabon ici depuis 3 mois. Il y a d'autres qui viennent d'Abidjan, les supporters ivoiriens des éléphants. Il y a aussi les supporters simples comme ça, ceux qui sont déjà là. Ils sont même déjà au IEM. Nous avons commencé cette organisation, ça fait de cela 3 mois, pour pouvoir bien recevoir nos joueurs. Et nous sommes là depuis le matin à 7h. En les attendant, ils viennent d'arriver. Nous allons les accueillir ici. Et demain, nous allons les suivre sur OIM. On a 522 partants de Libreville sur OIM. Et on a les gens à Musique, on a les gens de AOM, on a les gens à Bitam. Et on a des gens même dans l'autre côté en Guinée
qui s'appelle Mogomo. Tous ces gens-là vont se mobiliser et ils vont venir nous rejoindre à OEM. Il y a une forte mobilisation à Lomé. Un avant-goût de la confrontation entre champions d'Afrique en titre et petits poussés du groupe C lundi à OEM. Le Togo est une équipe qui se confronte aux plus grands. Quand le Togo retrouve les plus grands, il est plus mobilisé. Je suis un grand match lundi contre la Côte d'Ivoire. Ça commence bien, on a les Togolais qui sont là, les Ivoiriens qui sont là. Parfois nous on va en danse avec eux, eux aussi viennent aussi danser avec nous. Donc c'est la famille quoi, c'est tous les Ouest-Africains. Benoît Badiane à Franceville au Gabon pour Radio Sénégal. Les Lions du Sénégal mesurent l'ampleur de la tâche qui les attend dans le groupe B de la CAN 2017. Arrivés en fin de matinée hier à Franceville, ils ont eu droit à une séance de démarrage ce vendredi. C'est encore une séance d'avant-match pour le défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly. L'idéal serait d'entamer cette compétition avec une victoire, même si l'adversaire, la Tunisie, est un sérieux prétendant pour le second tour de la compétition qui démarre ce samedi. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux au Gabon, Benoît Badiane et Tanda. On sait que la compétition va commencer. On a fait un petit décrassage et on va entamer les choses sérieuses pour bien préparer ce match contre la Tunisie. C'est la Coupe d'Afrique, tous les matchs sont difficiles. Ça serait bien de commencer par un résultat positif face à la Tunisie, mais on sait que ça sera très difficile. Toutes les équipes à la CAN veulent la gagner. Je pense que la Tunisie s'est bien préparée aussi. À nous de faire tout pour gagner ce match et on va bien se préparer. On sait de quoi ils sont capables. Toutes les équipes africaines sont dangereuses. Maintenant, on va se concentrer aussi sur notre jeu parce que le plus important, c'est l'équipe du Sénégal aussi pour nous. Donc on va essayer de gagner ce match, mais on sait que ça sera difficile. C'est un groupe très relevé où il y a l'Algérie, le Zimbabwe et la Tunisie qui sont les équipes fortes. Voilà, c'est un groupe où il y en a deux qui vont sortir et le Sénégal doit faire partie de ces deux-là. On va faire tout pour ça. La CAN, c'est une coupe très importante pour le continent. On va faire partie de ces équipes très fortes dans le continent et voilà, on va tout faire pour bien faire partie de ces équipes. Pour le milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, il faut rester concentré pendant toute la compétition car la CAN sera bien différente des deux matchs de préparation contre la Libye et le Congo-Brazzaville. Nous l'écoutons toujours au micro de nos envoyés spéciaux. On a hâte de commencer la CAN, il nous reste encore 12 jours pour bien réfléchir à comment attaquer ce match-là et on espère bien qu'on s'en sortira vainqueur. Pour le moment, on n'a pas encore fait les vidéos, rien ce qu'il faut. Pour le moment, on se concentre sur notre équipe, c'est-à-dire de bien travailler. Après, comme je l'ai dit, on aura le temps de se concentrer sur l'adversaire. Ça s'est bien passé avec deux victoires qui sont importantes pour la confiance. Mais voilà, c'est différent de la CAN. Il ne faut pas rester sur ces acquis-là. Il faudra continuer à travailler et surtout rester bien concentré du début jusqu'à la fin de la compétition. On a été bien accueillis par une communauté sénégalaise. On sait que les Sénégalais sont partout. On l'a bien vu aujourd'hui. On est bien content de les avoir parmi nous et surtout de les avoir derrière nous. On sait que ça serait important pour la confiance et surtout pour nous pousser à aller vers l'avant. Il y a une excitation à jouer cette CAN ? Bien sûr, on est toujours excité de jouer cette CAN parce que c'est important pour tous les joueurs africains. Merci à nos envoyés spéciaux Benoît Badiane et Tanda Ndiaye. À présent, parlons de la CAN de Maniok. L'enfant de Melorten a été reçu en audience par le premier supporter des Lions et Maniok est plus que jamais confiant quant à l'issue de cette CAN 2017. Cherfal. En attendant de vous raconter jusque dans les moindres détails leur séjour gabonais, et oui, Maniok, accrédité par le premier supporter des Lions, les surveille de très près. Sans y être, il est tout proche. Cette CAN 2017 est trop importante pour celui qui a mis l'équipe nationale dans d'excellentes conditions. Maniok est commis et recruté comme personne ressource chargé de rendre compte directement au premier supporter. Que le ministre des Sports, le président de la Fédération sénégalaise de football et les autres officiels se le tiennent pour dire. Cette CAN sera très différente de celle de Mongomo en Guinée équatoriale ou encore les autres qui l'ont précédé. L'enfant de Melorten, reçu en audience non listée, est ragaillardi par ces termes de référence qu'il semble bien maîtriser. Hier en tout cas, lorsqu'il démarrait sa CAN à lui, amer et un peu perdu. Aujourd'hui, c'est un Maniok tout souriant qui est venu m'annoncer sa désignation sans aucune autre précision, mais qu'il se détrompe. Mes antennes, déployées chez le premier supporter des Lions, m'ont tout rapporté. Ndeketeyo, l'enfant de Melorten a reçu une grosse somme d'argent comme prime d'incitation. Son sourire aurait dû m'édifier. A-t-il étalé les merveilles de Kemtan? Pour sûr, Maniok a renouvelé tout son équipement technique. Il s'est payé un écran géant pour sa cour et un mural
à lui seul et peut-être quelques incursions de tchakas. Magnouk, tout comme bon nombre de Sénégalais restés au pays, implore la Sénélec. Allez découvrir le montant de la prime octroyée à Magnouk qui ne sait pas prier pour allier Mbolorten ou l'attend sa toute nouvelle épouse. Ici à Thiès, pour Radio Sénégal, Cheikh Fall. Merci à Cherfal. On termine la page sport avec cette annonce. Sport 11 sera dans les kiosques le 16 janvier prochain au lendemain du match Sénégal-Tunisie. C'est un journal de 12 pages lancé par El Hadj Ousseynou Diouf. Le double ballon d'or africain envisage de lancer une télévision et une radio avant la fin de l'année. Thierno Diallo. La reconversion d'El Hadj Ousseynou Diouf n'a pas tardé. Avant même sa retraite, le légendaire numéro 11 de l'équipe nationale de football du Sénégal a mis en place son journal dénommé Sport 11. En référence à son dossard numéro 11. Ce quotidien va traiter du football. J'ai envie d'informer et dire aux Sénégalais ce qui se passe dans le monde. C'est un journal sportif où on va aller partout dans le monde pour parler de ce qui est du sport. C'est vrai que quand on parle de El Hadj Diouf, on pense toujours au ballon rond. Il y a le journal qu'on commence maintenant et après il y aura d'ici Inch'Allah la fin de l'année et d'ici peu de temps il y aura une télé et la radio aussi. Et c'est combien de pages? Il y a 12 et 4 pages de sport. À combien le prix? 100 francs. Avec la création de ce journal, le double ballon d'or africain veut contribuer à la création d'emplois au Sénégal. On a bien investi et je crois qu'aujourd'hui on est fin prêt parce que tout est prêt, on a débloqué tout ce qu'il fallait, les hommes qu'il faut pour être prêt. On compte employer pas mal de personnes. Pour l'instant, je ne peux pas dire combien de personnes, mais je crois qu'aujourd'hui l'équipe est fin prête pour les échéances à venir. Sport 11 sera mis en vente ce lundi 16 janvier dans les kiosques à 100 francs. Le journal. Radio Sénégal. La revue de presse. C'est avec Arona Diouf. Sale temps pour les formations politiques au Sénégal. Le Parti socialiste ces temps-ci et le Parti démocratique sénégalais tout dernièrement. Tout ceci pour dire, selon Walf Quotidien, que la crise qui mine le PS n'épargne pas le PDS. Et pour cause, explique mon confrère, la commission de discipline a été activée contre un responsable politique, Farba Senghor, puisque c'est de lui qu'il s'agit avec sa radicalisation. Auditionné par la commission de discipline du Parti démocratique sénégalais, le chargé de la propagande du parti de Wade n'a pas voulu, selon l'Observateur, retirer aucun de ses propos, chargeant Oumar Sarr, coordinateur du parti. Le comité directeur du parti alors d'avertir, demandant dans les colonnes du quotidien de Sacré-Cœur à tous les militants et responsables de traduire en acte les instructions du secrétaire général national, de serrer les rangs et de travailler ensemble dans l'unité, la responsabilité et la vigilance militante. Le parti de Wade donc qui n'entend pas casser sa dynamique unitaire, l'opposition aussi, et c'est pourquoi quelques de ses leaders, indiquent l'Observateur, se retrouvent dans des coalitions pour faire face au régime de Macky Sall. La dernière n'est dénommée Manko Wattu Sénégal, laquelle veut cette fois-ci aller loin, plus loin, en ayant une liste unique aux législatives du 2 juillet prochain. Ainsi, l'idée indique mes consoeurs de l'Observateur. L'idée peut faire très mal si elle se matérialise. Oui, elle peut sonner le début de la fin du régime de Macky Sall, mais à la condition aussi, souligne le journal, qu'elle triomphe, parce que des tentatives foirées, il y en a eu. 2007 par exemple, rappelle l'Obs, de Djamedji au boycott. Cette coalition du nom de Djamedji qui avait été mise en place, composée de la LDMPT, du Parti socialiste réuni entre autres. Au finish, l'idée fera long feu, pire en lieu et place d'une liste commune. Les 12 partis de l'opposition d'alors décidèrent de boycotter les législatives. Le chef de l'État d'alors, Maître Wade, ayant refusé de les recevoir. Aujourd'hui donc, avec cette idée de liste unique aux législatives de 2017, la conviction de Maurice Soudieck-Dione, docteur en sciences politiques, dans les colonnes de l'Observateur, c'est que cette liste unique va noyer certains leaders nouvellement entrés en politique. Et puis la proposition d'asile a jamais analysée par la presse sénégalaise ce matin, et il s'agit en fait de deux propositions. D'abord, le Nigeria, informe la Tribune, qui propose
refuse l'asile à Yaya Jammeh, mon confrère, qui indique que si l'homme fort de Banjul accepte en tout cas la proposition du géant africain, il sera accueilli dans ce pays. Il vivra en sécurité sans risque d'être poursuivi. Mohamed Sisse qui arrive également dans le pays avec son geste royal selon le quotidien L'Asile au Maroc aujourd'hui. Notre Bokassa du journal Jammeh à l'embarras du choix. Le président Buhari arrive lui aussi à Banjul et dans ses bagages une offre qui ferait peut-être dégonfler Big Man figé dans ses positions depuis le 20 décembre dernier. Doit-on alors, se demande Birima, mon confrère biétiste de la Tribune, doit-on supplier un fou d'aller se faire soigner? La réponse, écrit mon confrère, coule de source, c'est non. Enquête quotidienne qui ne croit pas un seul instant à ce que Yaya Jammeh accepte facilement cette main tendue, évoque ses dernières manœuvres. Babili Mansa, ou celui-là qui se targue de défier les océans et les rivières, celui-là ironise la Tribune qui se croit investi d'une mission divine au point de déclarer Urbi et Torbi qu'il peut guérir le sida. Jammeh qui a saisi informe enquête la Cour suprême pour empêcher Adama Barrow de prêter serment. Alors comment convaincre Jammeh dans ce cas-là, se demande le très pessimiste sucré salé du quotidien, pour qui on ne sait pas si les offres de Buhari et de Mohamed Sisse pourront le faire plier. Mais la décision qu'il a prise hier montre, se désole le quotidien, qu'il ne roule pas dans le sens diplomatique, lui qui préfère la voie des armes et finir comme Gbagbo ou Kadhafi devant un prétoire ou sous la guillotine. La revue de presse de Arona Diouf met fin à ce journal. Merci à l'équipe technique, Amadou Ndiaye, Djekdjam Diouf, Matar Diouf au CDM. Réalisation André Noël Tchandoum. Présentation François Xavier Tchao, Adiafatou Sarr. Merci de garder l'écoute. Nos programmes se poursuivent sur nos différentes antennes. Merci.